Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples, comme leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser des étoiles sur votre application de balado favorite, genre 5 étoiles si vous savez pas laquelle choisir, ou à nous laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Ceci est l'épisode 65, la croisade en carton. 507, Clovis, fraîchement baptisé roi de toute la Gaule du Nord, décide d'attaquer les Visigoths pour défendre la foi nicéenne au sud de la Loire, gagnant ainsi son surnom de Clovis de Nice. Et oui, bien sûr, tout ça ce sont des fake news. Pour le surnom tout d'abord, beaucoup trop stylé pour l'époque, mais aussi bien sûr pour la motivation mise en avant de notre cher Clovis. Déjà, parce que personne ne l'appelait à l'aide depuis le royaume d'Alaric II. Mais surtout, parce que son lifestyle, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, comme celui de ses alliés burgondes et francs rhénans, rendent assez peu crédible son personnage de défenseur de la foi, prenant la spatha pour faire triompher la foi nicéenne, partout, sauf chez ses nouveaux amis. Cela sonne plutôt comme une reconstitution légèrement biaisée de Grégoire, après les faits bien sûr, qui combine sa dent contre les bons vieux ariens, ou l'inverse, et sa vision constantinienne de la vie du grand roi des Francs. Alors, essayons d'aller un peu plus loin que cette version religieusement correcte des événements de 507 et de comprendre les dessous de cette attaque pas vraiment surprise de Clovis contre Alaric II. Alors, quels sont les motifs précis qui décident Clovis de passer à l'attaque contre le voisin du Sud si la religion n'est probablement pas le facteur critique? D'abord, l'opportunité. Qui refuserait d'agrandir son royaume quand on a un roi ambitieux comme celui des Francs? Surtout en considérant l'affaiblissement momentané du pouvoir des Visigoths, débordés par les problèmes financiers et les révoltes à répétition dans les provinces ibériques. Et puis, il y a aussi les besoins financiers, problème bien réel pour un roi pris dans le cercle infernal des conquêtes territoriales, qui n'a peut-être pas vraiment le choix dans le fond. Car, en enchaînant les annexions, Clovis doit récompenser son armée victorieuse avec du butin et ses nouvelles troupes recrutées chez ses anciens ennemis. Mais comme notre homme s'est avéré insatiable, il a grossi rapidement au fil des ans sa troupe avec l'incorporation de tous ses vaincus. Nouveaux contingents qu'il faut satisfaire à leur tour au travers d'autres campagnes militaires. Et ainsi de suite. Un cercle vicieux, ou une stratégie de réinvestissement des bénéfices pour faire de l'hypercroissance, comme on appelle ça désormais dans les startups modernes. Mais dans tous les cas, que de bonnes raisons d'aller rendre visite aux voisins du Sud. On trouve d'ailleurs vaguement l'écho de cette réalité économique de la campagne de Clovis dans une histoire semi-légendaire d'une négociation de paix ratée cette année-là, rapportée par Frédéguerre, le chroniqueur du 7e siècle. Théodoric l'Ostrogoth aurait tenté d'organiser une médiation au début 507, en parrainant une rencontre entre le roi Alaric II et un émissaire des Francs. Mais le Wisigoth va apparemment saboter cette ultime tentative de paix en trahissant l'accord, tentant carrément d'assassiner l'ambassadeur de Clovis. Ces hommes de main poussent l'émissaire d'une fenêtre pour le faire mourir, mais ratent leur tentative et arrivent simplement à lui casser le bras. Une belle boulette donc, révélée aux yeux de tous et qui oblige moralement Alaric à se racheter de cette trahison en payant une belle amende comme dédommagement. Un véritable Vergel des Germaniques dont on a parlé. Mais le Wisigoth, fourbe à souhait, esquive le problème en se déclarant ruiné, ce qui met l'ambassadeur de Clovis dans une position difficile du point de vue de l'honneur.
car en bon germain, il a besoin d'un paiement, d'une compensation en bonne et due forme pour éteindre officiellement l'offense et se retirer dignement. Mais que faire alors avec un roi aussi malhonnête qu'Alaric II en face de lui? L'ambassadeur, malin comme un franc, va quand même réussir à déjouer le piège. Il monte sur son destrier et juste au moment de partir, il pique une simple pièce de monnaie à la pointe de sa lance devant le roi en criant qu'il la prend comme remboursement et comme gage de l'assujettissement d'Alaric à son maître Clovis. Et pour le reste de la somme due, le roi des Francs viendra en personne le chercher à la pointe de la Spata. Et ainsi va commencer la guerre de 507 entre Francs et Visigoths. Ok. Une fois n'est pas coutume, cette histoire est bien trop belle pour être vraie. Comme quoi, les fake news ne datent pas de ce millénaire. Les barbares étaient aussi doués que les Romains pour ça. Mais allez, je note un bel effort de pseudo-réalisme avec le bon vieux Vergel germanique, où il faut forcément un paiement pour venger une offense, afin que tout le monde sorte la tête haute. Donc, bien joué Frédéguerre. J'attire cependant votre attention sur deux éléments constitutifs de cette histoire, qui ont peut-être un fond de vérité et qui sont fort révélateurs. Tout d'abord, Théodoric s'en est mêlé comme médiateur mais sans succès. Mais surtout, au fond, tout ça c'était bien une histoire de pognon pour Clovis. En tout état de cause, les authentiques lettres de Théodoric pour essayer de maintenir la paix qu'on a conservée sont sans ambiguïté sur qui porte la responsabilité de la crise. Il met en garde tous ses gendres et beaux-frères sur les trônes de l'Ouest au sujet de Clovis. Et je cite le roi des Ostrogoths. Celui qui a décidé d'agir en hors-la-loi est prêt à ébranler nos royaumes à tous. Car au même moment, tous ces appels au calme directement adressés à celui qui reste son beau-frère restent malheureusement sans effet. Clovis a pris sa décision et ne veut pas entendre parler de conciliation, même contre un Vergelde. Printemps 507, Clovis rassemble son armée au nord de la Loire, possiblement à Paris d'ailleurs, pour préparer son offensive. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé de l'antique Lutèce à ce stade, mais peu à peu, il semble que la cité commence à prendre de l'importance et que le processus pour en faire une capitale du royaume est enclenché. L'autre source tardive que Frédéguerre et encore plus fantasque qu'est le Liber donne d'ailleurs une belle histoire de la déclaration de guerre, prononcée dans cette ville avec le petit parfum de croisade religieuse qui va bien. Clovis monte sur la colline Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement de Paris et décide d'y fonder une église ici même, en l'honneur des saints apôtres Pierre et Paul, s'il revient vivant de son expédition. Et dans une belle cérémonie typiquement germanique, il lance sa Francisque au beau milieu de la colline et marque ainsi symboliquement la place de la future église. Un bel exemple d'une vieille coutume barbare où planter son arme signifie prendre possession d'une terre et qu'on retrouve chez un grand nombre de peuplades d'outre-Rhin d'ailleurs. Oui, sauf que tout ça, c'est du bullshit. Vu que Sainte-Geneviève est morte depuis 502 et a déjà été enterrée sur place dans un premier sanctuaire. Un sanctuaire que Clovis va d'ailleurs agrandir un peu plus tard sur ce lieu précis, situé actuellement sous le lycée Henri IV du 5e arrondissement de Paris. Mais ça me plaît bien cette histoire de lancer de hache. Et j'en profite pour lancer un appel. Si un ancien élève de classe prépa a trouvé une hachette un peu rouillée dans la cour du lycée, n'hésitez pas à nous écrire à meropodcast.fr@gmail.com. Et oui, faut bien que les taupes servent à quelque chose. Printemps 507, Clovis descend sur Tours avec son armée, avec son grand-fils Théodoric et le renfort de Clodéric le Rénan, le fils de Sigbert le Boiteux, qui depuis sa blessure contre les Alamans n'est peut-être plus tout à fait capable de mener des opérations militaires. Et en bonus, bien sûr, les hommes de Gondebaud, car les Burgondes ont retourné leur alliance et ont rejoint Clovis, histoire de récupérer les territoires du sud comme la Provence, perdus 6 ans plus tôt. Alors, on ne sait pas exactement s'ils ont rejoint l'attaque par le nord ou s'ils foncent plutôt en direction de la Méditerranée pour ouvrir un deuxième front, ou les deux en même temps. La question reste ouverte, mais leur participation à la coalition, elle, est certaine. Quoi qu'il en soit,
Alaric II fait le choix de se focaliser sur la menace principale en ramenant son armée vers le nord de son royaume. Armée qui ne doit pas être forcément gigantesque, vu qu'il a laissé des garnisons au sud pour tenir les villes comme Arles contre les Burgondes, et que, plus embêtant, une bonne partie de ses troupes sont restées en Ibérie, où la situation militaire reste instable. Ce qui expliquerait le véritable plan du Wisigoth, c'est-à-dire à ne pas engager Clovis directement, puisqu'il n'a qu'une armée réduite avec lui. Une stratégie qu'on pourrait résumer par gagner du temps tout simplement. En tout cas, assez pour dégainer sa botte secrète qui s'appelle Théodoric le Grand. Et oui, le beau-père ostrogoth n'a pas apprécié la fourberie du franc et s'est allié avec Alaric en ce printemps 507 pour l'aider à contrer le serial annexeur, promettant à Alaric II de venir l'assister militairement. Une possibilité qui sans doute décide Clovis à frapper le premier, et vite. Le franc passe la Loire cette année-là, dans les environs de Tours, et prend la voie romaine vers le sud, pour foncer sur Poitiers. Une descente sur l'ennemi que le roi place évidemment sous le regard de Saint-Martin, le patron de la ville, à qui il fait porter des présents, en tout cas à sa basilique, histoire de s'attirer ses bonnes grâces, avant l'affrontement contre l'hérétique du sud. Une marque de dévotion et de respect qui ne peut évidemment que servir sa propagande dans son royaume, comme dans celui des Wisigoths, en montrant que lui est le défenseur de la vraie foi. D'ailleurs, dans un coup politique bien senti, Clovis donne l'ordre strict à ses soldats de ne prendre seulement que de l'eau et des légumes durant leur marche en territoire tourangeau, par respect pour le saint. Grégoire raconte pourtant qu'un des soldats va faire l'erreur de voler le foin d'un pauvre paysan, en prétextant assez naïvement que le foin et les légumes, c'est du pareil au même. Un crime qui vaudra à son auteur le même traitement qu'au soldat bougon de Soissons d'ailleurs, c'est-à-dire un bon coup de hache entre les deux yeux offert par le roi lui-même. Ce qui constitue une belle démonstration publique d'autorité et de dévotion qui ne peut servir que l'aura de Clovis dans sa grande tentative de séduction des masses chrétiennes nicéennes. Enfin, c'est mon avis. Par contre, ce qui est plus drôle, c'est de noter quand même que cette interdiction du pillage est décrite comme quelque chose d'exceptionnel, seulement sorti en l'honneur de Saint-Martin. Sous-entendu, si vous aviez un doute, les armées de Clovis ne se déplacent que rarement en territoire ami ou ennemi, uniquement pour les beaux yeux du prince. Tout rafler, c'est pas une anomalie pour les Francs, c'est la règle. L'interdiction posée par Clovis sent manifestement l'effort très contrôlé par le roi des Francs de ne justement pas antagoniser ni Saint-Martin ni les populations locales qu'il est venu mettre sous son contrôle. Une nouvelle stratégie en tout cas pour serrer l'annexeur, qui ne va pas caractériser très longtemps son invasion si on en croit les témoignages des Byzantins, mais qui est assez logique pour celui qui veut se présenter comme un libérateur dans le sud et se mettre la population dans la poche. Clairement, Clovis n'attaque pas pour piller avec un raid rapide et brutal. Cette fois, il vient littéralement s'emparer du territoire de son ennemi avec une nouvelle annexion, en bonne et due forme. Avec cette nouvelle philosophie sur la discipline des troupes, Clovis descend donc sans trop d'opposition en territoire ennemi par la voie romaine, en suivant le cours de la Vienne en crue. Une information qui laisserait penser qu'on est au début du printemps 507 et qui vient contrecarrer son plan de traverser la rivière pour pousser jusqu'à Poitiers, la capitale régionale qui sert de base arrière à Alaric. Car le cours de la rivière est trop gonflé pour permettre la traversée par son armée, vu que personne ne connaît de passage. Mais un véritable miracle va se produire apparemment, devant les troupes franques réunies, puisqu'un cerf géant sort du bois et file à travers un gué secret qui apparaît ainsi à Clovis et à ses hommes, leur indiquant le passage sur la rive gauche. La traversée du cerf magique est restée comme un événement ultra célèbre du texte de Grégoire, marquant l'approbation de Saint-Martin pour cette offensive. Et après tout, et la foi nicéenne maintenant bien ancrée de Clovis et la richesse de la faune de la région du Poitou moderne ne sont pas contestables. Donc, ne discutons pas sur la validité du signe en question. C'est ce que Clovis a vu dans cet événement, si l'anecdote est vraie. Plus intéressant pour ce qui nous occupe, c'est bien évidemment que la Vienne possède normalement un pont constitué généralement à hauteur de la ville moderne de Châtellerault, sur la voie romaine qui relie Tours à Poitiers. Un pont qu'apparemment Clovis ne va pas emprunter,
puisqu'il est obligé d'attendre un signe de Saint-Martin pour passer la rivière les pieds mouillés. Alors, première hypothèse, le pont a pu être emporté par la crue mentionnée par Grégoire, forçant les Francs à retrouver un gué pour passer rive gauche. Mais il y a une autre hypothèse, bien sûr, celle d'une destruction ou d'une occupation du pont par les troupes wisigothiques qui empêcherait ou retarderait le passage de l'armée hostile qui fonce sur eux. Si effectivement Alaric est en train de gagner du temps et cherche à ralentir Clovis au maximum dans sa progression vers le sud, bloquer le passage sur la Vienne aurait été un très bon plan contre la campagne d'agression des nordistes. Mais un plan qui va donc échouer grâce au cerf, qui permet aux Francs de parcourir les 35 kilomètres qui séparent Châtellerault de Poitiers facilement. Et Clovis de se diriger donc sans problème finalement vers la cité romaine bien fortifiée, où Alaric a dû se retrancher. Oui, enfin, là c'est toi qui interprètes. Vu que ni Grégoire ni les chroniqueurs wisigoths ne parlent précisément de cette stratégie de temporisation. La mention à ce sujet vient de Procope, le Byzantin, qui écrit sur les événements une trentaine d'années plus tard, mais qui confond un peu Poitiers avec Carcassonne. Ce qui, vu depuis les rives d'Asie, n'est qu'une erreur mineure. Bon, on ne va pas lui faire la morale. Vu que 2000 ans plus tard, on ne s'y connaît pas trop non plus en géographie turque moderne, que pour beaucoup, mettre Trabzon ou Bodrum sur une carte relève du challenge. Mais ça pose quand même quelques doutes sur la précision et la rigueur de du chroniqueur de l'époque. Retenons simplement que pour Procope, c'est clairement un plan défensif que mettrait en place Alaric et qui serait raccord avec une destruction du pont sur la Vienne comme première tentative de ralentissement de Clovis. Tout montre bien que Alaric ne veut pas engager le combat directement et tente d'esquiver l'attaque de Clovis. D'abord avec la rupture du pont sur la Vienne donc, puis après cet échec par le contrôle de la cité fortifiée de Poitiers, où il s'enferme pour attendre l'ennemi. Ce qui serait cohérent avec le seul talon d'Achille du parcours militaire sans faute de Clovis. Tout simplement, ces Francs n'ont jamais brillé par leur capacité à remporter le siège d'une ville. Si on fait le simple bilan des dernières années, malgré des succès à gogo sur à peu près tous les fronts, force est de constater que Clovis n'a jamais remporté ce genre de victoire. En 486 contre Syagrius, il a réussi à le faire sortir des murailles de Soissons pour une bataille en plein champ, en lui demandant de choisir son propre terrain pour l'écraser. Et contre Gondebaud, coincé dans Avignon en 500 à l'époque de leur dispute, il doit renoncer et négocier avec le Burgonde vu son incapacité à emporter la ville par la force. Et même chose avec Paris, où les 10 ans de siège initiés par Childéric son père ont apparemment été terminés par sa négociation avec Geneviève. Enfin, ce n'est pas compliqué. Depuis le début de ce balado, on vous a parlé d'une dizaine d'engagements des Francs, libres ou d'empire. Et est-ce que vous vous souvenez du moindre siège à succès des Francs? Une idée? Non? Eh bien non plus. Alors, il est bien possible qu'Alaric ait compté sur cette possible faiblesse des Francs, qui n'ont peut-être ni l'équipement ni les tactiques pour briser des murailles romaines, encore solides à ce stade, et venir à bout d'une place forte comme Poitiers. Autre avantage pour le Wisigoth, prendre Clovis à son propre jeu, puisque mettre le siège signifierait inévitablement rançonner la région pour faire vivre sa troupe et donc abîmer sa belle réputation de libérateur. Donc si je comprends bien, Alaric reste tranquillement derrière ses remparts et ne prend pas de risque, laissant Clovis s'enliser tout en contrôlant la route du sud vers le cœur de son royaume. Et il attend tranquillement le renfort de son cousin Théodoric des Ostrogoths pour botter les fesses du Franc, qui cette fois ne va pas s'en sortir comme ça. Pas mal ce plan. Pas super courageux, mais plutôt intelligent. Mais alors, qu'est-ce qui va foirer? Un paramètre simple, c'est que Théodoric le Grand n'arrive pas tout bêtement. Ni maintenant, ni jamais. Aucune nouvelle de l'Ostrogoth et surtout, aucun renfort à l'horizon. Rien du tout. Théodoric ne vient pas. Et cette réalisation doit plomber Alaric quand il comprend qu'il n'y a pas d'aide à attendre en provenance du sud. Alors, peut-être que la campagne de Clovis a été tellement foudroyante qu'elle a surpris les alliés ostrogoths et a empêché son roi de rejoindre la défense de Poitiers. L'homme de Ravenne a bien pu croire que sa campagne diplomatique retiendrait Clovis de prendre un risque pareil.
mais il s'est fait surprendre par l'attaque du Franc, couplée à son alliance avec les Burgondes, qui s'interposent entre lui et son nouvel ami Alaric le Wisigoth au printemps 507. C'est possible. Autre option, l'alliance entre Paris et Byzance est en place, et comme l'avait escompté Clovis, Théodoric ne peut pas filer vers le nord, car il est coincé par la préparation de ses propres défenses contre l'attaque imminente des Orientaux. En clair, Théodoric, le grand maître du jeu diplomatique en Occident, s'est fait doubler par un autre grand maître appelé Clovis, qui a sécurisé sa propre alliance pour paralyser l'Ostrogoth. Quoi qu'il en soit, été 507, Alaric doit accepter l'inévitable. Poussé par ses propres troupes, si on en croit Procope, qui ne supportent plus la passivité de leur chef trop heureux pour défendre lui-même son royaume. Ou plus prosaïquement, obligé d'affronter le Franc avant qu'il ne ravage son pays en le débordant par l'ouest et en lui coupant toute retraite, le roi de Toulouse sort de son camp retranché de Poitiers et intercepte l'armée des Francs dans le lieu-dit de Vouillers. Un champ de bataille qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Poitiers, donc très loin du cours de la Vienne qui coule loin à l'est. Un terrain qui fait du sens si on imagine que Clovis, pas trop chaud pour attaquer frontalement la ville, a décidé de contourner l'obstacle qui est Poitiers, soit pour remonter vers Nantes, soit pour couper Alaric de ses bases du sud. Un grand mouvement de contournement de la ville par le nord-ouest qui provoque la sortie d'Alaric pour le frapper pendant sa progression. Une immense bataille qui va donc se déclencher aux portes de la ville avec les deux ennemis séculaires, reprenant une nouvelle fois leur lutte un siècle après les premiers engagements entre Francs et Visigoths, à la bataille des Saules ou celle de la rivière Froide. Un combat épique que nous allons donc essayer de vous raconter en détail. Ah ben non, pas en détail, désolé. Alors oui, la bataille ultra célébrée de 507 a bien été certifiée par tous les chroniqueurs de l'époque. Et tous confirment la victoire écrasante des Francs et la mort d'Alaric. Mais pour le reste, nada, que chi. On n'a aucun détail. Ni sur les forces, ni sur les tactiques, ni sur le déroulement de l'affrontement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la prédiction de Théodoric, qui avait dit à son gendre Alaric de ne pas affronter Clovis et ses troupes surentraînées, alors que lui n'avait pas de soldats en trop bonne forme, s'est malheureusement réalisée. Et pour le reste, on en est réduit à des hypothèses. Les textes confirment tout de même que la bataille a dû être particulièrement brutale et radicale, vu que la défense du pays s'effondre en une seule journée, ce qui suppose l'écrasement de l'armée d'Alaric quand même. Si on suit Procope, Clovis a massacré la plus grande partie des Visigoths, alors que Grégoire, pour sa part, affirme qu'un grand nombre d'Auvergnats, les sujets d'Alaric II, sont tués lors de la bataille. Une mention spéciale pour les hommes de son pays d'origine de la part de l'évêque, dont le sort semble plus l'émouvoir que la totalité des Gothariens du royaume. Mais bon, ne revenons pas là-dessus. On notera quand même au passage que la soi-disant justification de cette guerre posée par Grégoire comme un long cri de souffrance des populations persécutées par Alaric apparaît comme le gros bon mensonge qu'il est. Les troupes auvergnates, comme les autres gallo-romains, payant un lourd tribut dans leur défense des hérétiques visigoths. D'ailleurs, la défaite catastrophique s'explique assez logiquement selon le schéma classique déjà connu lors de la bataille contre les Alamans, avec la mort violente du roi Alaric lui-même en plein combat. Le roi qui meurt, c'est le signal immédiat de la débandade de l'armée durant le Haut Moyen-Âge. Le prestige personnel du chef de guerre, qui agrège les troupes autour de son pouvoir quasi magique, comme l'absence d'un système sophistiqué de hiérarchie ou de chaîne de commandement, signifie que son décès est un coup mortel pour toute l'armée. Pour des cultures germaniques où, dès l'origine, tout tourne autour du prestige d'un chef militaire, agrégeant par son aura un commutatus composé de fidèles attachés à sa personne, sa mort est une catastrophe. Parce que la guerre n'est pas qu'une affaire stratégique qu'on gère de loin. C'est un combat personnel où l'honneur exige que le roi engage sa propre personne, littéralement, et dont la mort signifie donc la défaite inévitable de son armée. Ce qui donne tout son sens à un détail souvent écarté, vu le peu de crédit qu'on accorde parfois aux anecdotes du texte de Grégoire. Alaric n'est pas juste mort sur le champ de bataille. L'évêque rapporte que c'est bien Clovis lui-même qui l'a tué de ses propres mains. Ce qui semble un peu trop hollywoodien, mais après tout, pourquoi pas en fait, au vu de ce qu'on sait sur la culture germanique guerrière de l'époque. Qui sait si le Franc, dans une bataille inévitablement difficile
contre un adversaire particulièrement prestigieux et puissant, n'a pas tenté le coup de dé ultime en fonçant lui-même sur son adversaire. Réputé doué en combat singulier et sachant que sa réussite lui assurait la victoire, est-ce qu'il n'a pas voulu frapper la tête de l'armée ennemie directement pour finir la campagne d'un coup? D'ailleurs, Grégoire nous explique qu'après avoir gagné son duel, Clovis échappe de très peu à la mort lorsque 2 des gardes du corps d'Alaric l'attaquent par derrière à la lance pour venger leur maître. Contre-attaque surprise des fidèles du roi, arrivant trop tard pour sauver leur chef, mais qui va échouer. Mais pas grâce à un miracle bizarre genre Saint-Martin ou à un coup de génie du roi. Non, Clovis s'en sort tout bêtement, nous dit l'évêque, grâce à sa cuirasse qui encaisse les coups de lance et à son cheval qui lui permet de s'enfuir à toute vitesse avant de se faire trucider. L'histoire semble tellement terre à terre et pas spécialement épique que cette fois, bizarrement, elle en devient étrangement crédible. La guerre s'arrête d'un coup alors, avec la mort d'Alaric et l'écrasement de son armée en 507. Une belle débandade qui va permettre à Clovis de mettre tout le royaume visigothique par terre et de prendre facilement tout son royaume tout d'un coup, c'est ça? Alors pas tout à fait quand même. Clovis va effectivement s'emparer de la majorité de la région Nouvelle-Aquitaine moderne et même réussir à prendre la capitale Toulouse sans trop de coups férir dès 507. Soi-disant en récupérant la totalité du trésor des Visigoths, même si on peut douter que les aristocrates survivants lui aient fait ce cadeau. Et son grand-fils aîné, l'autre Théodoric, le futur Thierry Ier de l'histoire de France, va lui s'emparer de toute la région Auvergne jusqu'aux Cévennes durant l'année 508. Donc une bonne année de lutte pour absorber les anciennes possessions d'Alaric en Gaule. Mais ça, c'est pour la partie réussie de la campagne, car rappelez-vous, il y avait probablement un autre front avec les alliés burgondes visant à prendre les Visigoths à revers. La campagne du Sud va elle beaucoup moins bien marcher apparemment. Les Burgondes vont s'attaquer au littoral méditerranéen, privés momentanément des défenseurs, mais vont buter sur Arles, où ils doivent mettre le siège à leur tour. Et malgré une progression rapide vers l'Espagne, certains chroniqueurs décrivant même les Burgondes s'emparant momentanément de Barcelone, les alliés de Clovis sont incapables de vraiment soumettre le pays pour de bon, qui les rejettera rapidement. Toute cette conquête éclair ne va donc pas payer pour Gondebaud, qui sera le dindon de la farce en 507-508. Les Visigoths, qui ont perdu la Gaule mais pas l'Ibérie, reprendront dans les mois qui suivent le contrôle de toute la région Languedoc-Roussillon moderne, qui restera définitivement dans leurs mains. Quant à la Provence, le siège d'Arles dure toute une année, avant que finalement, Théodoric l'Ostrogoth envoie enfin une armée d'Italie et vienne à la rescousse des défenseurs de la ville. Et dans une campagne éclair, les Ostrogoths chassent Burgondes et Francs de toute la région qu'ils annexent pour le compte du roi de Ravenne à la surprise générale. Avant que notre homme, décidément trop empêtré avec les Byzantins, décide qu'il est urgent de temporiser avec cette victoire et accepte d'établir la paix avec Clovis le Fourbe et Gondebaud, fin 508. Bien joué Théodoric donc, qui est sorti de sa léthargie au bon moment pour profiter lui aussi de la mort de son allié. Et puis bien joué Clovis surtout, qui sort comme le grand vainqueur de la séquence. Avec une bonne guerre d'agression sans raison, il a doublé la taille de son royaume qu'il va pouvoir maintenant tranquillement organiser. Mais à part Greg le Miteux, qui a pu croire une seule seconde à cette croisade religieuse? Sérieusement. Tout est calme donc en 508. Oui, c'est vrai, tout est calme. Très calme. Trop calme? Et si Serial Annexeur réalisait tout d'un coup que ça commençait à faire longtemps qu'il n'avait pas rendu une petite visite à ses cousins du Nord? Oui, ça fait un bail, Bilout. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur méropodcast.fr, @gmail.com et rendez-vous, prochain épisode.